Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. J'imagine que le plus simple, c'est de dire que je dessine beaucoup d'animaux, dont des animaux qui n'ont pas spécialement de griffes, mais qui aimeraient bien se libérer du joug de leur dictateur. Bonjour Félix Delep. Mais bonjour Mathieu. Quelle présentation effectivement pour ce Château des animaux. On te reçoit à l'occasion de la sortie du tome 3, toujours publié aux éditions Casterman, avec toujours Xavier d'Horizon au scénario, on va en parler. Cette série, on a beaucoup dit, c'est une adaptation de La ferme des animaux de George Orwell, adaptation très très libre, avec évidemment ce concept de révolution non violente. Est-ce que tu peux nous, rapidement, mais nous résumer les 2 premiers tomes et nous dire ce qui se passe dans ce 3e, si jamais certaines personnes qui nous écoutent n'avaient pas lu les 2 premiers? Oui, je peux même partir un peu de la genèse, vu que c'était une sorte de suite spirituelle de la ferme des animaux, où dans la ferme des animaux, globalement, les animaux de la ferme renversent les humains et les cochons finissent par reprendre les rênes de la révolution et finissent par rétablir le même régime que les humains faisaient subir aux animaux. Et c'était une lecture qui avait pas mal marqué Xavier et il s'était dit que c'était une vision très pessimiste de la chose, et il se demandait s'il n'y avait pas une possibilité de faire une révolution qui réussisse, on va dire. Et donc le parti pris des animaux dans le Château des animaux, c'est de faire une révolution non violente de la part des révolutionnaires, mais évidemment le taureau Silvio qui règne sur la ferme et sur le château, pardon. Lui va user de violence et va essayer de les ramener tout le temps sur le terrain de la violence. Le tome 1, c'est un tome qui pose le rapport de force entre justement Silvio et sa milice de chiens et les animaux de la ferme. C'est le tome où germe l'idée de révolution non violente. Et dans le tome 2, c'est le tome où les animaux vont commencer justement à mettre en place la révolution et à se battre pour réussir à gagner le droit d'avoir du bois de chauffage en hiver. Et dans ce moment-là, évidemment, le régime en place va essayer d'user de violence et les animaux vont céder au tout dernier moment à la violence. Et dans le 3e tome, évidemment, ils vont un peu le payer. Et le 3e tome raconte aussi le prix qu'on paye quand on fait une action politique comme celle que Miss B entreprend. Miss B, c'est la chatte, l'héroïne du livre, qui lance un peu cette idée de révolution alors qu'elle n'était pas du tout prédestinée à le faire. Et donc le tome 3 parle aussi beaucoup de la relation entre Miss B et sa famille et ses amis, puisque quand on se lance dans ce genre de révolution ou d'acte politique, on en paye forcément le prix avec ses proches. Et ça raconte un peu tout ça. Est-ce que tu te rappelles ta réaction quand Xavier d'Horizon, le scénariste, a proposé de mettre en dessin cette histoire? J'étais au marché de Noël à Annecy quand j'avais reçu l'appel de l'éditeur Martin Zeller à ce moment-là, qui m'avait proposé cette histoire-là. Et moi j'étais vraiment très très content parce que l'histoire et le message que transmet la BD me parlait vraiment énormément. Et je savais que, étant donné que c'était Xavier, ça allait aussi être une BD très divertissante et une BD qui vraiment donnait envie d'être lue. Et donc j'étais vraiment très très heureux pour ça. Et en même temps, j'avais eu Xavier en professeur à Émile Cole et je savais que ça allait être humainement très bien, parce que rien que dans ses cours, on sentait qu'il était passionnant et qu'il était vraiment très sympa. Et le thème dont tu parles, qui te touche, j'imagine, c'est celui de cette révolution qu'on essaie de mener sans violence. Cette espèce de voix peut-être un peu fine, peut-être un peu utopique dans un certain sens, mais moi faire une BD sur ce sujet-là, c'était quelque chose qui me parlait vraiment et qui faisait sens pour moi, particulièrement à ce moment-là en plus. Évidemment, le scénario du coup en devient politique, d'autant que la révolution est menée par une femme, mais est-ce que tu dirais que le dessin peut lui aussi être politique ? Je ne saurais pas dire si le dessin peut être politique, il l'a été à certains moments, mais dans le cadre de la BD que je fais, je ne saurais pas dire si c'est le cas. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose à faire dans le dessin
pour se mettre au service d'une histoire. Et là, c'est le boulot du dessinateur d'écouter son scénariste. Et c'est le scénariste qui est... Enfin, en tout cas, dans notre duo, c'est le scénariste qui est l'espèce de créateur total. Et moi, je suis la petite main qui se met au service et son message. Tu es sa chose. Je suis sa chose, exactement. Donc, au final, oui, ça en devient politique, mais bon, je ne sais pas si le dessin en soi. Non, j'ai posé cette question parce que ce qui est frappant dans cette bande dessinée, c'est peut-être d'ailleurs une partie qui explique le succès, c'est qu'il y a cette histoire très politique, parfois violente, puisque le taureau et ses chiens, sa garde rapprochée, peuvent mener des actions violentes, et ton trait, qui est très doux finalement. Peut-être qu'on s'en rend compte aussi petit à petit, mais le trait s'adoucit de tome en tome. Et en fait, c'était aussi important par rapport à l'histoire et au scénario, parce qu'on commence vraiment sur une situation pas manichéenne, mais très 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 claire. Le tome 1 est assez violent. La première scène, c'est l'exécution d'une poule qui aurait volé son propre œuf. Et puis au fur et à mesure des tomes, on comprend un peu mieux la complexité des différents caractères, le background de Silvio, et puis aussi on voit que les chiens peuvent évoluer. Enfin, tous les personnages évoluent au fur et à mesure de l'histoire, et c'était aussi pour ça que le dessin s'adoucissait à par moments. J'espère que j'en ai pas trop fait, parce que j'ai eu quelques retours de lecteurs justement qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment trouvé que Silvio c'était peut-être trop adouci. Alors c'était l'idée de l'adoucir, mais c'était de lui donner une nouvelle profondeur. Mais si j'en ai trop fait, bon, c'est une erreur que je corrigerai au prochain. Dans le tome 4, ça va saigner. Exactement. Si je dis pas de bêtises, les 2 premiers tomes, tu les as dessinés en numérique. Le 3e, tu voulais aller vers retrouver du papier, du dessin. Est-ce que ça a été le cas ou pas finalement ? Finalement, ça n'a pas été le cas parce que, en fait, mon intention c'était de faire le 3e tome en couleur directe, donc à l'aquarelle. Et j'ai fait une affiche pour un festival, le festival à Tour de Bulle, justement traditionnel, parce que je me suis dit, je vais tester le coup déjà, voir ce que ça donne. Et le résultat était bien, moi j'étais content, mais c'était juste que j'avais pris deux semaines pour faire un dessin, donc pour le bien de la BD, pour que ça ne sorte pas dans 2060, j'ai quand même fait en numérique. Mais... Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est ta première BD. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui, j'espère, se sent, mais le dessin évolue beaucoup. Et d'ailleurs, là, c'est une question qui me taraude un peu par rapport au tome 4, c'est que là, entre le tome 1, tome 2 et tome 3, à chaque fois que je terminais un tome, je me disais, bon, ça s'est bien passé, et ça, la prochaine fois, le prochain tome, il faut que je fasse mieux, etc. Et là, le tome 4, il n'y a plus le choix, il n'y a plus qu'un seul tome, il faut vraiment que j'essaie de régler tous les petits problèmes qui sont là, et puis de finir en apothéose. En plus, j'aurai le temps parce qu'il fait 85-90 pages. Bon. Au départ, tu étais parti sur un dessin plus cartoon, Miss B était plus tigrée. Oui, en fait, quand Xavier Martin, l'éditeur, au début du château, était venu me voir, c'était en voyant une BD courte que j'avais faite dans Spirou. Et là, c'était très cartoon. Et donc, j'ai un peu dû m'adapter au souhait de Xavier qui voulait vraiment faire une histoire qui soit plus dans l'esprit des vieux Disney, des Aristochats. Et donc, faire quelque chose d'un peu plus réaliste, d'un peu plus fouillé. Et puis, ça correspondait aussi beaucoup mieux à l'histoire. C'est peut-être aussi que j'ai beaucoup dessiné de pages et que je reviens à un style peut-être qui me correspond plus. C'est peut-être pour cette raison aussi que le dessin c'est finalement un peu adouci, mais bon, je vais faire mes devoirs et le prochain. Tu cites les Aristochats, il y a carrément un emprunt, il y a une case où on voit les oies qui partent bras dessus, bras dessous. Ça c'est très très drôle parce que j'étais chez moi à faire ma petite planche, enfin cette planche où les oies partent bras dessus, bras dessous. Et j'ai un de mes colocs qui fait aussi des dessins qui vient et qui me dit mais attends, c'est les Aristochats. J'étais là, mais comment ça, c'est les Aristochats? Et puis il me montre la scène, j'étais ah oui, bon, mais j'ai pas fait exprès, mais effectivement là c'était une ressucée involontaire. Bon, après quand tu regardes la scène, c'est quand même pas vraiment la même chose. C'est Lewis Trondheim qui t'a permis de te lancer dans la bande dessinée ? Oui, à 100%. Moi, je lui dois énormément parce que même s'il était intervenant justement à Émile Cole en dernière année. Et moi, en dernière année, je faisais quasiment que de la BD. Quasiment tous mes projets de diplôme, c'était de la BD. Mais quand j'en parlais avec Lewis, je lui expliquais plutôt que mon plan, c'était de faire de l'animation parce que ça me paraissait un petit peu plus segmenté et peut-être moins compliqué en premier boulot. Et je pense qu'il
de dire que c'était tellement débile comme idée qu'il m'a proposé de faire une collaboration justement pour Spirou, cette histoire muette. Et donc, je peux pas le remercier assez parce que sinon, je serais probablement pas en train de faire de la BD alors que c'était mon objectif et mon rêve initial. Et ton rêve, c'était de faire de la BD animalière ou pas au départ? Non, c'était vraiment de la BD de manière générale. D'ailleurs, mon prochain projet, normalement, c'est pas une BD animalière. Mais par contre, j'ai toujours eu un vrai grand attrait pour les animaux et pas une facilité, mais c'était un des sujets qui me venait le plus naturellement. Ouais, parce que tu racontes que plus jeune, tu allais dans les bois avec ton frère, que tu dessinais. Ça, c'est clair que le dessin animalier, c'est au final peut-être la chose que j'ai le plus faite quand j'étais petit, même quasiment exclusivement en fait. Mais en fait après, dans les études et au moment où je m'étais dit que je voulais vraiment essayer de faire du dessin un métier, je me suis vraiment lancé à corps perdu dans l'étude de l'humain et donc à faire beaucoup de cours de nu, etc. Donc j'ai eu un autre tropisme, mais ce qui est assez rigolo, c'est que les deux se répondent. Parce que quand j'étais petit, je faisais du dessin animalier, mais par pure observation. Et quand j'ai étudié le dessin pour faire des humains, je suis allé plus en profondeur dans l'anatomie, etc. Et après, c'est plein de notions que tu peux récupérer dans le dessin animaux, parce que les anatomies se répondent très fortement, évidemment. À partir du moment où tu connais l'anatomie de l'humain, c'est pas très compliqué de passer à l'anatomie de n'importe quel quadrupède. Parce que c'est quoi? C'est le dessin du muscle, le dessin de l'articulation, le dessin de... Oui, il y a une sorte de compréhension des mécanismes globaux. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre quelque chose quand tu as compris quelque chose d'autre qui ressemble à peu près. Quand tu connais au moins un truc, juste t'expliquer que les chevaux n'ont pas de clavicule parce que s'ils sautent, ça les pèterait. Et après, juste comprendre comment se mettre les omoplates. À partir du moment où tu as compris vraiment quelque chose de bien, ça facilite complètement la compréhension de tout ce qui s'en rapproche. Et vraiment, tous les quadrupèdes ont une sorte d'anatomie commune. Tu cites, quand on te demande tes inspirations, tu vas de Black Sad, de Guarnido à Franquin. Mais quand on fait un job, là par exemple, c'était autour du château des animaux, il y avait une volonté de Xavier, que ce soit proche des vieux Disney. Moi, j'essaie de m'adapter au travail demandé. Et je pense que c'est tout un pan hyper intéressant du dessin et du travail de dessinateur, d'aller chercher des références qui s'en rapprochent. Mais aussi, il y a quelque chose de très passionnant, c'est d'essayer de retrouver les références des personnes qu'on a pris en référence en premier. Par exemple, je pense que Claire Wendling, je pense pas faire d'impair en disant qu'une de ses références c'était peut-être Heinrich Kley. En plus, elle a fait des dessins en son hommage, donc j'imagine que ça a dû l'inspirer. Et donc, en passant de proche en proche, comme ça, on peut enrichir notre vocabulaire de dessin. Et c'est pour ça que ça peut être très très varié, mais il y a toujours quelque chose de bien à aller chercher chez à peu près tous les dessinateurs. On parlait de Lewis Trondheim, il y a aussi Mathieu Bonhomme, je crois, qui t'a formé ou qui t'a influencé sur comment constituer une page, comment construire une page. Oui, en fait, je me suis retrouvé dans son atelier avec... mais vraiment par le plus pur des hasards, moi je revenais à Paris et justement, encore une fois, Martin Zeller m'a dit, mais tu sais, il y a Mathieu qui cherche quelqu'un pour son atelier. Donc j'y suis allé un peu stressé, mais ils m'ont accepté, etc. Et là, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui avait vraiment à cœur de transmettre quelque chose. Lui, il a beaucoup appris, et par Christian Rossi, et aussi avec Mézières. Et j'imagine plein d'autres. Moi, je dis ça comme ça parce que c'est ce qui me revient de nos discussions, mais il m'a un peu aussi conseillé. Et il y a plein de pages du château où moi, je lui demandais des conseils sur le storyboard. Alors, c'était toujours à tout double tranchant parce que, en général, il changeait tout et c'était beaucoup mieux. Mais donc, il fallait être prêt à tout changer, quoi. Tu parlais tout à l'heure de ton envie de faire de la couleur directe, de l'aquarelle. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu te facilites pas la tâche puisque tu fais aussi les couleurs des albums. Moi, j'ai toujours trouvé ça peut-être un peu étonnant de séparer la couleur du trait. Mais après, je trouve ça très bien s'il y a des gens qui y trouvent leur compte, etc. Mais moi, j'ai toujours dessiné en couleur. J'ai aussi fait plein de dessins en noir et blanc, mais étant donné qu'une BD, l'objet final, c'est un dessin en couleur, j'ai toujours trouvé ça peut-être un peu étonnant qu'on sépare les deux.
Mais c'est un travail qui peut changer une BD tellement fort que Tu veux maîtriser ta couleur. Et scénario, tu t'es posé la question à un moment donné peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs, mais d'écrire un scénario pour faire une BD seule de A à Z. Je me suis pas encore posé la question et franchement là je pense que justement la couleur c'est je pense clairement dans mes compétences et c'est clairement dans quelque chose que j'ai envie d'explorer, dans lequel j'ai envie de progresser, mais par contre le scénario, je suis à des années-lumière de pouvoir construire une histoire qui se tienne de A à Z. Je fais partie des dessinateurs qui resteront purement dessinateurs. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il reste un tome, a priori, au Château des Animaux, le tome 4 qui sortira l'année prochaine, dans 2 ans. Il fait au moins 20 pages de plus que les autres. Donc c'est au moins 30% de travail en plus. Donc là on vise plutôt 2024-2025. Et est-ce que tu as déjà en tête la suite? Normalement, si tout va bien, et si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, on fera probablement une autre histoire avec Xavier. Mais là, par contre, ce sera avec des humains. Il y aura un personnage animalier qui sera une sorte de moteur de l'histoire, mais ce sera des humains à l'époque des mousquetaires. Mais c'est pas une histoire de mousquetaires, c'est juste pour situer le décor. Donc encore avec Xavier, ça te rassure de continuer avec Xavier d'Horizon au scénario? Bah non, c'est pas que ça me rassure, c'est que ça me plaît de travailler avec lui. Les scénarios sont toujours géniaux, et puis le thème de la prochaine BD, on l'a construit un tout petit peu plus ensemble. C'est juste qu'il m'avait un peu demandé quel thème me plairait à dessiner, quoi. Et en attendant, on lit donc ce tome 3 du Château des Animaux qui vient de sortir chez Casterman, avec ce dessin aussi. Parenthèse, mais il y a aussi toujours un choix de couverture. Donc allez découvrir ces couvertures, et puis tant qu'à faire, lisez le livre aussi, Le Château des Animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La première BD que tu as lue? Je pense que la BD de jeunesse, moi, c'était Calvin et Hobbes, la BD que je lisais quand j'avais... pareil que Xavier d'ailleurs qui me racontait ça, que je lisais quand j'avais des cauchemars et qu'il fallait quelque chose pour oublier et redonner un peu du goût à la vie. Et donc déjà avec un animal. Exactement, figurez-vous. Mais aussi avec un... Non mais c'est une BD géniale. Donc, Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Mais les gens répondent à cette question? Ils essayent. C'est hyper compliqué de dire ça comme ça. C'est pas la meilleure BD de tous les temps parce que je pense que ça n'a pas trop de sens de dire ça comme ça, mais une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est La Balade de la mer salée. Et maintenant, je te demande la plus belle case de bande dessinée. Moi, je sais que la fin de l'album où Lapino meurt, il y a une case où Nadia rentre chez elle après être allée à l'enterrement de Lapino, et Lapino lui avait laissé un message. Et moi, cette case-là, elle m'avait vraiment beaucoup touché. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? Ah On va partir du côté de certains mangas qui sont parfois un peu barrés. Oui, c'est une BD que j'aime parce que je trouve qu'il a une sorte de dynamisme fou, mais en même temps, il y a toujours ce délire de tentacules et d'un truc comme ça. Mais c'est pas du tout le cœur de cette BD. C'est dans Dan Dadan, qui est sorti récemment. Mais... Quel est ton personnage de bande dessinée préféré? Bah, c'est Hobbes, ça c'est sûr. Et ton personnage de bande dessinée détesté? Un qui me sortirait vraiment par les yeux. Mais dans les idées noires de Franquin, il y en a quand même un paquet de gars horribles. Ton super-héros préféré? Super Dupont. Parce qu'il est français, monsieur. Est-ce que tu dessines dans le calme ou en musique? Moi, quand c'est du storyboard, il faut quand même un peu plus se concentrer que de l'ancrage ou de la couleur. Mais le storyboard, c'est plus de concentration, donc potentiellement une musique, mais un truc qui me déconcentre pas trop. Et après, ancrage et couleurs, là, j'écoute même des podcasts, dont d'excellents podcasts, comme celui de Léa Murapiec. Très très bien. Couleur ou noir et blanc? Ah bah, ouais, moi j'adore les deux, et en fait, en BD, le fait que les deux soient un peu séparés, ça donne de temps en temps des albums qui sont très forts en noir et blanc, et qui en couleur... peuvent faire un peu bizarre. Donc moi je trouve que ça dépend juste de l'intention des dessinateurs et de l'association dessinateurs-coloristes, parce qu'il y a aussi des coloristes extraordinaires qui arrivent à sublimer un trait. Mais... Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément?
J'ai une amie d'études que je trouve dessinatrice extraordinaire, qui a sorti une BD chez Sarbacane, qui va ressortir une BD chez Dupuis, cette fois-ci avec Frédéric Brémaud, qui s'appelle Vittoria Macciucci. Et je suis sûr qu'elle va faire des BD géniales. Merci beaucoup, Félix Deleb, d'avoir joué le jeu. Merci Mathieu. Et on lit et on relit la saga du Château des Animaux, les 3 premiers tomes. Le 3e vient de sortir et on attend le 4e le plus vite possible. Merci. Se remettre au travail. Le plus vite possible. Oui, on a fait la réunion de scénario il y a une semaine, donc là maintenant il n'y a plus qu'à dessiner. Et merci encore pour le podcast. Et nous on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Lou Laurent. Libraire, de quoi as-tu décidé de nous parler ? Bonjour, alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de Marilou. C'est une BD qui est sortie tout récemment, écrite par Fabien Toulmé et Olivier Dutot, aux éditions Delcourt. On suit l'histoire d'une jeune fille qui va vivre à la campagne avec ses parents, qui est pas très très contente, et qui du coup va tomber sur des animaux avec qui elle peut parler, et du coup vivre une grande aventure pour quitter la campagne. Pourquoi ça te plaît ? Oh, je pense que c'est d'actualité, tout simplement. Les parents qui décident de retrouver la campagne, très loin de la ville, sans wifi, sans copains, sans copines, et des animaux partout avec des araignées qui font peur. Et des enfants qui n'ont pas envie. Et des enfants qui n'ont pas envie et qui font la gueule aux parents. C'est très coloré. Très coloré, un dessin totalement dans l'esprit d'Olivier Dutot qui a fait Les Petits Diables, donc on le retrouve et c'est chouette. Et Fabien Toulmé, on le retrouve dans un autre épisode du podcast que je vous encourage à aller écouter. On redonne les références ? Alors ça s'appelle Marilou, c'est de Fabien Toulmé et d'Olivier Dutot et c'est aux éditions Delcourt. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.